Dans cette partie, nous allons chercher à mettre en évidence le caractère nucléophile de l'oxygène. Un nucléophile est d'autant plus fort qu'il est chargé négativement et il doit posséder un doublet d'électrons disponible, si possible polarisable, pour pouvoir être engagé dans des réactions. Nous sommes partis d'un alcool dont le caractère delta- est déjà présent et assure un caractère nucléophile à l'oxygène. Bien évidemment, si je voulais transformer cette espèce en activant la nucléophilie, l'idée c'est qu'il faudrait réussir à éliminer le proton, transformer cet alcool en sa base conjuguée alcoolate, qui elle aura la particularité de posséder une charge négative entière et donc bien sûr d'être un meilleur nucléophile. Donc, il est question ici d'activer la nucléophilie en déprotonnant l'oxygène du groupement alcool. Mais rien de plus simple. Comment transformer ROH en RO-? Il suffit d'utiliser une base suffisamment forte pour pouvoir venir arracher ce proton. Deux possibilités. La première, je répète, utiliser une base qui soit capable de venir transformer ROH en RO-. Qu'est-ce qu'on a dit un petit peu plus tôt? C'est que le pKa du couple ROH-RO- était un pKa qui était compris entre 15 et 20. Donc, si vous voulez trouver une base qui soit capable de faire la déprotonation de manière totale de l'espèce ROH, il est bien évident qu'il faudra choisir une base dont le pKa sera supérieur à 20. Vous êtes censé avoir quelques notions sur les bases qui peuvent être utilisées en chimie organique. Les exemples classiques, ce sont les exemples qu'il faut aller chercher dans l'axe que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. On va retenir des cas extrêmes. Une base telle que le butyl-lithium, c'est-à-dire une chaîne de 4 carbones accrochée à un lithium, à un pKa qui est de l'ordre de 50. Donc c'est une base extrêmement forte. Bon, vous vous doutez au passage qu'avec un pKa de 50, il est recommandé de placer cette base-là dans un solvant qui soit un solvant rigoureusement anhydre. Rappelez-vous le cas des organomagnésiens que vous avez vu l'an dernier aussi, qui ne supportaient pas la moindre trace d'eau. Un autre exemple que l'on peut utiliser, c'est une base classique aussi, ce qu'on appelle la LDA, le diisopropylamidure de lithium. C'est un azote sur lequel sont accrochés deux groupements isopropyl et cet azote porte deux doublets. Il porte une charge moins, c'est un amidure, diisopropylamidure, stabilisé par un ion lithium. Voilà, le pK de Bully, je répète, est un pK qui est de l'ordre de 50. Le pK de la LDA, qui est une base azotée, est de l'ordre de 35. Deux exemples que je vous engage à mémoriser parce qu'on les verra très très fréquemment. L'inconvénient d'utiliser de telles bases, c'est que les pK sont tellement grands que la moindre trace d'eau entraînera une destruction immédiate et violente, n'ayons pas peur des mots, de ces deux espèces-là. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à manipuler. Il existe un moyen contourné d'arracher le proton, non pas dans une réaction acide-base, mais dans une réaction redox. Pour cela, il faut penser que l'ion H+, peut intervenir dans un couple redox qui est le couple H+H2. Il faut donc réduire H+ en H2. Pour cela, on va utiliser du sodium solide, qui est un métal extrêmement réducteur. Le sodium va s'oxyder au cours de la transformation en ion sodium Na+, et les ions H+, vont être réduits au cours de la transformation en dihydrogène gazeux, 1,5 de H2 gazeux. Alors je n'ai pas placé les électrons, il suffit de les rajouter.
Vous n'avez donc plus qu'à faire la somme de ces deux équations pour vous rendre compte que par voie redox, si on utilise un morceau de sodium métallique, le H+, on est allé le chercher caché dans l'écriture ROH. Eh bien, l'action du sodium va générer dans le milieu des ions sodium, des ions alcoolates obtenus après avoir arraché le proton et un dégagement gazeux de dihydrogène. Alors ça peut paraître anodin qu'il y ait un dégagement gazeux, mais en fait pas du tout. Parce qu'à partir du moment où un des produits de la réaction est éliminé de manière spontanée, et c'est le cas d'un gaz, eh bien je ne pourrai pas atteindre un équilibre, puisque par définition, dans un équilibre, tous les constituants chimiques doivent coexister. Ce qui veut dire que cette réaction redox, non seulement elle est facile à mettre en œuvre, mais en plus je suis absolument certaine que c'est une transformation totale. Donc on a assez fréquemment recours à cette voie-là, plutôt que d'utiliser des bases telles que Bully et LDA qui sont assez difficiles à manipuler. Finalement, si on veut faire des réactions en utilisant le caractère nucléophile d'un alcool, on va surtout retenir qu'on commencera systématiquement par le transformer en sa base conjuguée, en son alcoolate. Donc la réaction commence toujours par une étape d'activation où on transforme ROH en RO-, soit par voie acide-basique, soit par voie redox, comme on vient de le voir. À partir du moment où RO- est apparu dans le milieu, eh bien, j'ai un nucléophile qui est un nucléophile fort. Et ce nucléophile fort, eh bien, je peux l'utiliser à faire des réactions de substitution nucléophile. Comme tout nucléophile, il suffit pour cela de lui opposer un halogénoalcane, un RX. Et la réaction pourrait être une SN1 ou une SN2. Les critères de choix sont ceux que vous avez révisés pendant les vacances. La classe du carbone fonctionnel de l'halogénoalcane, l'encombrement du nucléophile et en troisième position, la qualité du solvant que j'utilise. Lorsque je mets en place cette réaction, eh bien, je vais bien entendu pouvoir dire que le nucléophile s'accroche par l'oxygène, qui est bien le pôle nucléophile de l'alcoolate, et vient se greffer sur la chaîne carbonée, mettons-lui un prime pour ne pas les confondre, qui est celle de l'halogénoalcane, libérant par voie de fait un ion halogénure dans le milieu. Ce groupement ROR, c'est ce qu'on appelle un éther oxyde, et l'enchaînement de l'activation de ROH en RO-, puis l'attaque d'un halogénoalcane fabriquant un éther-oxyde, c'est ce qu'on appelle la réaction de Williamson, qu'il faut que vous connaissiez bien, elle est extrêmement classique. Je ne rentre pas dans les détails des choix de SN1 et de SN2, je vous renvoie à votre cours de sup si vous aviez besoin d'approfondir les notions qui vont avec. Dernier petit point de l'utilisation de cette réaction de Williamson, un exemple très particulier que vous aviez vu en fin d'année et qui est la notion de protection de fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une protection de fonction? C'est une suite de réactions que je mets en œuvre quand, au cours d'une synthèse multi-étapes, j'ai un groupe fonctionnel positionné sur la molécule qui risque de venir réagir et qui n'est pas ce que je souhaite mettre en œuvre. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je le mets dans une boîte. Je dois le protéger, effectivement, d'une éventuelle réaction, tout en ayant bien conscience que cette protection que je mets en œuvre doit être quelque chose de réversible. Je dois pouvoir retrouver mon groupement déprotégé quand, par la suite des opérations, j'en aurai sûrement besoin. Donc une protection, c'est une transformation qui doit absolument être réversible par une opération que j'appellerais celle de la déprotection. La réaction de Williamson permet de protéger un groupement alcool. On prend la fonction OH qui nous intéresse. On vient la protéger au moyen d'une réaction de Williamson. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une réaction de Williamson? Il faut utiliser soit une base forte ou un morceau de sodium. Et 2, choisir un RX. Quand on veut faire de la protection de fonction, il est traditionnel d'utiliser en guise de RX une molécule que l'on appelle le chlorure de benzyle.
qui est donc phi CH2Cl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'issue de cette transformation, la fonction alcool a été transformée en une fonction éther-oxyde, telle que je viens de l'écrire. Retenez simplement qu'un éther-oxyde, c'est quelque chose d'extrêmement inerte du point de vue chimique. Ça sert très souvent de solvant, et c'est bien pour ça que je suis assez tranquille sur le fait que ça réagit finalement très très peu. Dans le sens où je l'ai écrit, cette Williamson a servi à faire une protection sous forme d'éther-oxyde temporaire de la fonction alcool. Il faut donc maintenant connaître le moyen de revenir en arrière, retrouver le OH qui est au départ. Et alors ça, l'expérience montre que vous avez beaucoup de mal à le mémoriser. Ça s'apprend par cœur. Le seul moyen de se débarrasser de ce groupement éther-oxyde, c'est de le traiter par un courant de dihydrogène gazeux. Cette réaction, que nous verrons dans le chapitre suivant du cours de spé, est une réaction qui demande l'utilisation d'un catalyseur solide. En l'occurrence ici, c'est du palladium qui est déposé sur du carbone. Le réactif H2 sert de réducteur et retransforme l'éther-oxyde en ROH. Pas de mécanisme, rien à savoir d'autre que le fait qu'on utilise du dihydrogène et un catalyseur qui est du palladium déposé sur carbone. Ça s'apprend bêtement par cœur.